bonjour à toutes et à tous. François Lacombe, donc je suis désormais consultant infrastructure et utilité pour le cabinet d'Atactivist et toujours porte-parole de l'association OpenStreetMap France. Et aujourd'hui, j'ai souhaité vous proposer un petit tour d'horizon sur ce que proposait Orange dans le cadre de son plan de fermeture du réseau cuivre, qui devrait s'étaler sur les 10 prochaines années, et qui pose finalement certaines questions qui nous inspirent à la vigilance. Voilà, je vais essayer de le résumer comme ça. On va voir ça ensemble, sans vous refaire l'historique, évidemment vous maîtrisez tous et toutes sur le bout des doigts. Le réseau cuivre, c'est le réseau le plus étendu de France, puisque sous la même maîtrise d'ouvrage, vous avez, pour la métropole, les DOM et la Corse, un même réseau qui répond, autant que faire se peut, aux mêmes règles d'ingénierie, ce qui n'est même pas le cas sur le réseau électrique, puisque en métropole, vous avez déjà 120 exploitants différents, ce qui est déjà un peu structurant quand vous entreprenez un plan de fermeture comme celui duquel on va parler. Alors, ce plan, il s'intègre dans une transition technologique qui est un peu plus étendue que les 10 ans auxquels on va s'intéresser. Il y a plein de technologies qui sont embarquées, de l'accès, du physique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès l'ouverture du marché, à la fin des années 90, on a entamé une migration vers l'IP, vers la fin des réseaux circuits, et on a mis de l'IP et on a envisagé la migration du cuivre vers la fibre. Donc toutes ces transitions, différentes transitions, se sont échelonnées jusqu'à arriver aujourd'hui en 2022 où là on parle vraiment de tuer la bête et de fermer le réseau et en même temps d'arrêter les services qu'il supporte. C'est quelque chose qui a été choisi, puisqu'on le voit sur cette étude qu'a fait le CEREMA entre 2002 et 2020. La volumétrie des lignes cuivre est continuellement en baisse, alors que le volume de lignes sur large bande, des abonnements VoIP, etc., croît jusqu'à atteindre presque le niveau de 30 millions de lignes finalement. Donc c'est quelque chose qui est vraiment en cours depuis longtemps et que là on va finaliser. Alors qu'est-ce qu'Orange propose ? Il nous propose plusieurs choses. Il propose d'abord une gouvernance que j'ai tant bien que mal essayé de synthétiser avec ce schéma qui est, je pense, illisible, qu'on va pas détailler ensemble, ça sert à rien. C'est assez compliqué. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une partie nationale, une partie locale. C'est quelque chose qui s'approche de ce qui a été fait pour le New Deal mobile récemment, avec le déploiement de la 4G en zone rurale, où différentes instances travaillent ensemble pour établir, choisir les zones, le calendrier, etc., et agir ensemble. Néanmoins, je pense que si on vous a laissé dans la salle, vous n'êtes pas beaucoup à y avoir participé. Ce qu'il va falloir tâcher de faire, c'est essayer de s'inscrire un petit peu dans cette gouvernance et d'y contribuer, parce que vous êtes aussi beaucoup plus d'utilisateurs, je pense, en termes de services de ces réseaux et être intéressé par cette fermeture. Et donc c'est important d'être peut-être intégré dans ce dispositif. Orange, il nous propose aussi un calendrier d'abord de fermeture commerciale. On va commencer par fermer commercialement les offres. Dès maintenant, ça va commencer là très prochainement, ça va même déjà commencer sur certaines, et dès 2026, tout sera fermé commercialement, tous les services grand public, entreprises, tout ça sera vraiment fermé commercialement, il ne sera plus possible d'y souscrire, et on pourra entamer la fermeture technique du cuivre qui va commencer dès 2025 avec un premier paquet de 170 000 lignes, pour ensuite continuer avec des amplitudes beaucoup plus grandes pour se terminer, on l'espère, en 2030. On va voir que c'est pas forcément, ça sera pas forcément ça peut-être. Enfin, il y a en tout cas certains points de vigilance très importants qu'il faut conserver à l'esprit, parce qu'il nous propose également une méthode de sélection des zones basée sur la disponibilité du FTTH. On va essayer de remplacer ce cuivre par de la fibre et majoritairement du FTTH. C'est un parti pris assez étrange parce que le cuivre supporte beaucoup plus de services que les services domestiques du FTTH. Il faut aussi dire qu'il y a beaucoup d'entreprises. Il reste aussi surtout des services professionnels aujourd'hui. Ils sont pas abordés dans le plan de fermeture. On parle vraiment de focaliser sur le FTTH. Et donc, pour permettre aussi une récupération du matériel, qui est une contrainte interne qu'ils peuvent avoir, pour vraiment pousser la vie des systèmes qui sont assez anciens jusqu'à la fin, il va falloir récupérer du matériel, répartir les zones. Tout ça, c'est une étude multicritère assez conséquente qu'il va falloir mener. Et dans un deuxième temps, on va regarder aussi la sensibilité du réseau cuivre, les travaux qui vont l'impacter, etc., de sorte à pas investir de manière on va dire supplémentaire sur ce réseau. Donc cette temporalité dans les différents choix, les différentes instances, vous voyez, c'est au moment de la détermination des lots, à un instant T, la fermeture technique, elle intervient 3 ans plus tard. C'est beaucoup, mais pas beaucoup à la fois. Certaines entreprises vont avoir besoin de temps et d'informations pour s'organiser, pour pouvoir rentrer parce qu'opérationnellement, ça pose de gros défis. Et donc finalement, 3 ans, c'est
ça peut poser certains problèmes. On va voir comment. Parce que bon, c'est vrai que le réseau FTTH, je pense que vous êtes tous au courant, et en plus en ce moment ça fait pas mal parler. C'est un réseau qui a aussi une incidentologie très importante et qui peut qui marque dans les médias là, en tout cas en ce moment. Et donc il va falloir regarder ça. Moi, ce que j'imagine quand on propose ce plan, c'est qu'on regarde non seulement l'adoption et la disponibilité de la fibre, mais aussi son incidentologie. Il faut qu'on soit capable de quantifier à un degré de granularité au moins aussi fort que celui qu'on regarde pour sélectionner les zones où la fibre existe, c'est-à-dire la zone PM. Il faut qu'on regarde en fait quelle est l'incidentologie de cette zone, puisque d'ailleurs, d'après les déclarations cette semaine de la présidente de l'ARCEP, c'est certains réseaux qui sont touchés. Donc il va falloir regarder lesquels, savoir lesquels, et c'est pas qu'une affaire entre le régulateur et certains opérateurs, c'est l'affaire de tous. Quand vous choisissez d'être proactif et de vous engager dans le mouvement pour changer vos clients de réseau, c'est un choix que vous faites aussi vous-même, et vous vous attendez à ce que le réseau au support suive. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder. Dans la consultation publique, il y a une gestion de l'incidentologie, un inventaire et une publication des signalements qui a été proposée. On verra si c'est la solution qui est véritablement envisagée, mais ça me semble être quelque chose de très important. On a un deuxième point qui est aussi tout aussi important, c'est la complétude. C'est que on nous dit on va regarder les zones où la fibre est disponible, mais on nous dit pas pour qui. Et en l'occurrence, puisque dans les études et les piquetages qui ont été faits, on a choisi volontairement de ne pas utiliser les fichiers du cuivre, on peut s'attendre à ce que la sélection des adresses rendues éligibles, le volume et la répartition de ces adresses ne soient pas les mêmes. On en a l'exemple d'ailleurs sous nos yeux, puisqu'avec les données de l'ARCEP, on voit très bien que dans certaines régions, c'est le cas à droite sur l'île d'Oléron, on a même des radars routiers qui sont rendus éligibles dans le plan de déploiement du FTTH. Dans d'autres zones, ce n'est pas le cas. On n'a pas ça. Donc on voit qu'il y a des disparités. Ces disparités, il va falloir les évaluer. Comment dans certaines zones vous allez être sûr que les locaux que vous ciblez, ils vont être effectivement desservis. Et c'est pas qu'un problème de capacité, c'est aussi un problème de raccordement. Certains raccordements vont être plus longs. Donc il va falloir regarder tout ça, et ça aujourd'hui on ne l'a pas. Qui va faire le croisement entre les locaux desservis en cuivre aujourd'hui et la fibre demain? Il va falloir faire ce travail-là. Moi, j'ai essayé de prendre un cas assez national qu'on va pouvoir inspecter ensemble. C'est celui des installations électriques, en particulier les postes de RTE, qui sont des installations techniques qui ne représentent absolument pas le marché entreprise. Je suis pas en train de vous vendre une étude entreprise au travers de ça, mais ça a l'avantage d'être national. C'est des grosses installations dans lesquelles l'énergie électrique en fait est répartie, transformée, et qui raisonnablement utilisent les services télécoms pour fonctionner, pour faire fonctionner leurs propres automatismes. Et vu que c'est national, on peut faire une étude assez sympa sur la répartition des 4000 sites de RTE et de regarder lesquels ont été rendus, envisagés en tout cas, adressés dans les plans de déploiement. Et on voit que la répartition n'est pas du tout celle à laquelle on pourrait s'attendre, c'est-à-dire soit on les prend tous, soit on n'en prend aucun, mais on ne fait pas une Macédoine comme celle que vous voyez ici, puisque là c'est quand même très compliqué d'en tirer la moindre conclusion. Il y a des sites sur lesquels ça va être très compliqué. J'ai évidemment regardé uniquement dans les communes dans lesquelles le déploiement FTTH avait commencé. Il y a encore 10 000 communes dans lesquelles ça n'a pas commencé. On ne sait pas. C'est les 717 en gris. Mais par contre, pour les 2183 qui sont dans des communes où le déploiement FTTH a commencé, ils ne sont pas adressés. Donc on peut imaginer qu'il y a des installations, il y a des entreprises, il y a des locaux qui ne sont pas adressés par le FTTH, qui vont exister, pour lesquels on va vous dire, écoutez, dans 3 ans, le cuivre s'en va, trouvez une solution, débrouillez-vous. Faites des choses, faites du satellite, je ne sais pas, et ça va poser un certain nombre de problèmes. Et c'est cette vigilance-là que vous devez tous et toutes avoir aujourd'hui pour vous poser les questions dès maintenant et demander les bonnes infos. C'est ça l'intérêt. Ce qu'on voit là, c'est qu'il y a des endroits où on va effectivement devoir se poser beaucoup de questions parce qu'ils sont pas forcément en ville, bien intégrés, à côté d'une adresse FTTH. Ils sont parfois plusieurs kilomètres de distance de ces réseaux. Enfin, c'est des choses qu'il va falloir regarder. Et on peut simplement s'intéresser au fait que les emprises en fait de ces sites ont été mises en open data dès 2017. C'est ce que j'ai utilisé pour faire l'étude. Et aucun ou très peu de piqueteurs les ont utilisés pour faire leurs études, puisque soit ils les auraient exclus, soit ils les auraient tous pris, mais ils n'auraient pas fait ça. Le côté dommage, c'est qu'en fait, on n'utilise pas assez les informations disponibles pour mener ces études de planification, bien sûr. Donc, voilà, ça c'est l'aspect un petit peu planification. Maintenant, dans l'opérationnel, l'arrêt du cuivre impose aussi, prévoit, donc faire se peut, la dépose des câbles. Et là, vous allez aussi être, pour certains, impactés, puisque dans le GC mutualisé, il y a des câbles qui vont être retirés.
ils vont être retirés soit en conduite mutualisée avec de la fibre, et là il y a un vrai risque parce que on pourrait arracher des câbles, on pourrait endommager l'existant. Concrètement, ça va être très compliqué. Donc le conseil, c'est de monitorer vos câbles, de refaire vos réflectos, surtout avant qu'il y ait des opérations comme ça. Encore faut-il être au courant. C'est tout le problème. Donc si vous voulez vous lancer dans du cherry picking de votre réseau, c'est ça. Sinon, refaites tout, mais ça va être très compliqué à suivre, sans info forcément à jour et immédiate. Il y a d'autres modes, évidemment. Il y a des conduites unitaires où on a que du cuivre, dans quel cas c'est plus facile, ça touche pas la fibre, ça va pas toucher les nouveaux réseaux, il n'y a pas de problème. Sur l'aérien, c'est pareil. On va retirer le cuivre, on va laisser la fibre. Certains poteaux vont se retrouver qu'avec la fibre du RIP, etc. Donc, dernière question, que vont devenir les infrastructures d'accueil vides ou exclusivement utilisées par les opérateurs tiers? Est-ce qu'il va y avoir cession? Est-ce qu'il va y avoir conservation dans certaines filiales, etc. Ça, c'est question ouverte, puisque le plan n'en parle évidemment pas du tout. On a des infos dans la presse qui sont sorties récemment où il y a on envisage la création de sociétés dédiées pour supporter ces infrastructures et leur entretien. Mais tout ça reste très ouvert. Le plan proposé aujourd'hui n'en parle pas du tout. Il va bien falloir y répondre d'ici 2025 pour avoir une vue d'ensemble. Certains vont être intéressés pour reprendre ces infrastructures, évidemment, tout en notant que dans le plan ne concerne que la partie publique, pas de partie privative, et également pas, on n'aborde pas du tout la question des permissions de voirie ou de savoir comment le domaine public va être géré à la suite de ce process-là. La dernière partie, puisque je vous ai dit qu'il y avait plein de questions, il y avait plein de points d'attention, plein de vigilance, il va bien falloir avoir des données, il va falloir les avoir tous ensemble et au même moment, sinon on va pas pouvoir fonctionner. Et ça c'est très important parce que ça n'a pas existé dans le plan de déploiement de la fibre, on a eu très peu d'informations, il faut le dire, comparé à ce qu'il aurait été nécessaire. Il va falloir tâcher aujourd'hui de revoir un petit peu peut-être comment on envisage que ça fonctionne. Est-ce qu'on communique ou est-ce qu'on fournit des données? C'est toute la question. Le plan, en tout cas, choisit un parti pris assez tranché, puisqu'il aborde, je crois qu'il y a une quarantaine de fois le mot communiquer, mais 0 fois le mot données ou information. C'est assez précis. Pourtant, gérer les données, gérer le parcours de l'information entre tous les acteurs et dans l'organisation bien compliquée que je vous ai montré tout à l'heure, c'est quelque chose qui serait pourtant intéressant, dans une optique quand même un peu plus large, d'envisager l'impact de ces opérations sur l'environnement, sur nos écosystèmes. Professionnels comme environnementaux d'ailleurs, et donc ça passe par 4 éléments qui me semblent essentiels. Certains sont partiellement abordés dans le plan, mais c'est vraiment pas évident. Définition des acteurs, la définition des données à échanger, protocole d'échange et les standards. Il faut standardiser tout ça. Aujourd'hui, tout reste à faire. Et on a 10 ans pour le faire. Donc c'est court et long à la fois. Il faut vraiment s'en occuper dès maintenant. Un point important aussi, c'est de garder les archives. On va supprimer un réseau qui dessert l'intégralité du territoire et qui a servi une bonne partie de l'économie du pays pendant 50 ans, voire plus d'ailleurs, plus de 50 ans. Pour autant, il va falloir garder vraiment une trace, être capable de pouvoir faire de la recherche, pouvoir analyser comment il a été construit, quelle est l'expérience. Le plan ne parle pas du tout de la préservation de l'expérience, à vrai dire, ni de la formation des acteurs qui vont devoir intervenir sur le réseau, alors que la conservation des archives reste une piste très très intéressante, et on pense à plusieurs informations, notamment la cartographie de ce réseau, pas la cartographie du génie civil, la cartographie du réseau, des câbles, la base à données anonymisée, toute l'exploitation des services, certains services qui ont été rendus sur ce réseau. C'est un vœu pieux, je ne sais pas si ce sera effectivement fait, mais l'intérêt pour la recherche, pour différentes opérations ensuite, est capital. C'est quelque chose auquel il faut penser, il faut le penser maintenant, pas à la fin, quand tout aura disparu, quand tout aura été détruit, il faut vraiment y penser maintenant. Et une dernière partie, ce sera ma conclusion, c'est que il faut économiser nos énergies. Vous l'avez vu, on en a déjà parlé plusieurs fois ici d'ailleurs, et aujourd'hui en particulier, le numérique est pointé du doigt sous un angle assez particulier de l'usage des services qu'il supporte, et c'est pas forcément le bon angle. On va en parler de manière plus appuyée aujourd'hui ici, Pierre va s'en occuper. Simplement, il faut comprendre qu'au-delà des usages et de l'impact carbone d'un mail, il y a celui des infrastructures, il y a celui du déploiement des réseaux qui coûte énormément d'énergie et qu'on ne va pas pouvoir entreprendre de la même façon demain qu'aujourd'hui. Il faut vraiment rationaliser tout ça, réutiliser les infrastructures existantes, garder l'expérience, garder les données pour pouvoir s'en servir plus tard. On ne le fait pas du tout aujourd'hui.
Ce qui a été fait dans le FTTH en est l'illustration. Je pense que ça a été suffisamment documenté pour pouvoir tirer une leçon sérieuse de tout ça. Ça ne doit pas se reproduire sur le cuivre. Le déploiement de la fibre, ça a été une première occasion. On en a une deuxième sur le cuivre, il n'y en aura pas de troisième, on ne repassera pas sur tout le territoire, puisque nos réseaux sont tous plus morcelés. Et ça, il faut vraiment saisir cette opportunité qu'on a aujourd'hui pour des économies de carburant, pour des économies de matières premières, et aussi la résilience en temps de crise. On va aussi en parler dans la table ronde tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que les nouveaux réseaux soient plus résilients que les anciens. Il va falloir donc en tenir compte dans toute cette planification. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Puis on prendra les questions en Bérévan.